Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulée La synchronisation. Alors, dans la plupart des applications informatiques basées sur le multithread, il arrive des moments où plusieurs threads ont accès au même objet en même temps. Alors, ce qui, bien sûr, provoque l'arrêt de cette thread-là, sinon l'arrêt de l'application, voire même l'arrêt de toute la machine. Alors, que se passe-t-il, effectivement, si deux threads ont accès au même objet et que chacun appelle une méthode qui modifie l'accès d'un objet, d'une part. Alors maintenant, pour éviter que plusieurs threads puissent, bien sûr, partager le même accès avec des objets partagés, vous devez, bien sûr, connaître comment synchroniser l'accès à ces objets-là. Et c'est bien sûr l'objet de notre cours. Alors, sans plus tarder, le menu. Alors, créer une zone d'exclusion mutuelle. Le deadlock. La synchronisation est méthode statique. Le signalement entre les threads. Alors, on commencera par le premier point. Créer une zone d'exclusion mutuelle. Alors, durant cette partie, on va voir comment pouvoir, bien sûr, accéder à un seul objet simultanément et non pas en même temps. Et pour ceci, vous allez voir qu'au niveau de la synchronisation, vous avez la possibilité où chaque objet a la possibilité d'avoir une clé que peut détenir une seule méthode à la fois. Alors, chaque méthode qui veut travailler, par exemple, ou qui veut accéder à un objet bien déterminé, prend la clé et ne la restitue qu'à la fin, bien sûr, de son travail. Et à ce moment-là, si un autre objet veut, par exemple, accéder à cet objet-là, sans cette clé, il ne peut rien faire. Donc, il y a quand même une certaine synchronisation. Certes, on est en train de perdre en temps, mais c'est du temps en millième de seconde. Donc, vaut mieux gagner du temps plutôt que de faire arrêter l'application et voire même appliquer la machine elle-même. Alors maintenant, c'est ce problème-là, si vous voulez, on va prendre un exemple concret pour le comprendre. Imaginez-vous en train de travailler sur une base de données, donc une base de données avec plusieurs enregistrements. Alors, si cet enregistrement-là est, bien sûr, a été accédé par deux programmes différents et que les deux programmes désirent bien sûr modifier le contenu de cet objet en même temps. C'est sûr qu'il va y avoir une erreur tant au niveau de la base de données qu'au niveau du programme là. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même un même accès, il n'y a pas eu de synchronisation. Alors dans le cas des bases de données, il y a ce qu'on appelle l'accès optimiste et l'accès pessimiste et on va le voir beaucoup plus loin au niveau des autres modules. Alors maintenant, pour bien sûr ce qui est le multithreading, c'est-à-dire des applications multithreading, effectivement, pour pouvoir accéder à un objet, il faut certes une certaine synchronisation pour qu'il n'y ait pas d'altération et du programme et de la machine elle-même. Alors, on va voir les sections critiques. C'est des portions de code qui opèrent sur des données partagées. Donc, effectivement, lorsque vous avez des codes, donc plusieurs formulaires que vous avez préparés, donc des codes qui doivent opérer sur, bien sûr, des données qui sont partagées. Alors, c'est sûr qu'à un certain moment, vous pouvez, bien sûr, avoir des cas particuliers où les deux codes, puissent accéder au même objet en même temps. Et ceci, bien sûr, peut provoquer un problème. Alors, pour éviter des comportements anormaux, le programme doit garantir l'exécution mutuelle exclusive de la part des différents threads, effectivement. Alors maintenant, si vous voulez éviter ce problème-là, il faut une certaine synchronisation, c'est-à-dire que si une certaine méthode détient l'objet ou bien sûr attaque l'objet, automatiquement une deuxième méthode ne pourra pas accéder à cet objet tant que la première méthode n'a pas terminé avec cet objet-là. Et pour ceci, donc on va le voir, il y a bien sûr les méthodes qui sont synchronisées et la synchronisation de ces méthodes-là se base sur le fait que l'objet ait une clé bien précise et qu'une seule méthode à la fin peut détenir cette clé. Alors maintenant, si toutes vos méthodes restent synchronisées, elles ne peuvent pas agir au niveau d'un objet si elles ne détiennent pas la clé. Et là, bien sûr, vous allez faire face à énormément de problèmes. Alors, dans Java, on le réalise par le mot-clé synchronized.
D'accord? Alors c'est le mot-clé qui va pouvoir, bien sûr, mentionner à votre code ou à votre programme que vous voulez des accès synchronisés. Alors toutes les méthodes qui sont synchronisées, encore une fois, je vous l'ai dit et je le répète, toutes les méthodes qui sont synchronisées doivent attendre la libération de la clé pour pouvoir agir au niveau de l'objet lui-même. Alors vous avez un objet bien précis avec une clé qui appartient bien sûr à l'objet. Alors maintenant, si une première méthode veut agir sur l'objet, elle doit en prendre la clé. Si une deuxième méthode doit agir sur l'objet, elle doit attendre que la première méthode puisse bien sûr libérer la clé pour que la deuxième méthode puisse la prendre et que c'est comme ça que la synchronisation se fera. Alors regardez, si la première méthode veut par exemple utiliser l'objet bien précis, elle doit bien sûr avoir la clé et ouvrir et bien sûr prendre la possession de cet objet-là. Alors au niveau de la deuxième méthode, si elle veut prendre aussi la clé, elle trouvera un autre problème si elle n'a pas la clé ici. Donc si la première méthode ne libère pas la clé, automatiquement la deuxième méthode ne prendra pas possession de l'objet. Alors, chaque objet dispose d'une clé unique qui contrôle l'accès aux méthodes synchronisées. Pour pouvoir exécuter le code, il est nécessaire d'ouvrir le loquet. Et pour ouvrir le loquet, il va vous falloir la clé. Alors maintenant, si la clé est disponible au niveau de l'objet, ça veut dire qu'aucune méthode n'a accès à cet objet-là. Maintenant, si la clé n'est pas disponible, ça veut dire qu'il y a une autre méthode qui vous a dévancé et qui a pris possession de la clé et qui est en train, bien sûr, d'exécuter son programme. À la fin, elle doit restituer la clé que vous pouvez, bien sûr, reprendre vous-même et, bien sûr, exécuter le code de la deuxième méthode. Alors le premier thread qui cherche à exécuter une méthode synchronisée prend la clé et la garde jusqu'à la fin de la méthode elle-même. C'est-à-dire qu'il ne peut pas pouvoir céder la clé tant qu'il n'a pas terminé le programme ou la méthode elle-même. Alors d'autres threads qui cherchent à accéder au-delà d'un loquet doivent attendre la disponibilité de la clé. Alors, il est possible d'utiliser des clés, des loquets concernant d'autres objets avec la construction synchronized object. C'est-à-dire que, et ça on va le voir après, vous pouvez avoir recours à plusieurs objets en même temps. C'est-à-dire qu'un thread puisse avoir la possibilité d'utiliser un objet, mais en même temps, il en attend d'un autre, par exemple, d'autres informations ou une boucle, par exemple, qui allait leur donner des informations utiles pour l'utilisation du premier objet. Alors là, on va voir ce genre de problème et comment le résoudre. Alors, un exemple, vous allez voir un exemple concret au niveau du chapitre 6, microscope.java. Alors, le deadlock, donc c'est un deuxième point qu'on va entamer. Et c'est un point où on va expliquer effectivement les problèmes qu'il y a entre, bien sûr, le fait d'utiliser un seul objet et que cet objet, bien sûr, ait une certaine liaison avec un autre objet. C'est-à-dire que au niveau de votre code, si vous voulez, pour pouvoir l'exécuter au niveau du premier objet, il aura besoin d'avoir d'autres informations d'un deuxième objet. Alors là, effectivement, il faut une très bonne synchronisation pour pouvoir ne pas prétendre à un arrêt de l'application, voire même de la machine. Alors, un thread peut se trouver dans plusieurs sections critiques en même temps. C'est-à-dire, en appelant une méthode synchronisée d'un objet de l'intérieur d'une méthode synchronisée d'un autre objet. C'est-à-dire que la méthode, à l'intérieur de la méthode, au niveau du premier objet, faire appel à une deuxième méthode pour un autre objet. Alors là, c'est un petit peu compliqué, mais c'est la réalité. Parfois, on a besoin de faire ce genre d'opération. Alors, ceci peut donner lieu à des situations de blocage. Blocage momentané, blocage de l'application, blocage de toute la machine. Mais tout ça, ce sont des désagréments qu'il faut éviter. Alors, vous avez un premier objet. Donc, l'objet synchronisé, bien sûr, va prendre possession de la clé et il va ouvrir l'objet. Sans problème. Alors maintenant, le même objet, c'est-à-dire pour pouvoir terminer la méthode, on a besoin d'avoir accès à un deuxième objet. Alors maintenant, ce deuxième objet, il peut être synchronisé ou pas, premièrement. Et on peut retrouver la clé comme on peut ne pas la retrouver.
Et c'est ça le problème. Donc pour nous, au niveau du premier objet, donc on a bien sûr toute la possession de ce premier objet, mais au niveau du deuxième, on a une certaine dépendance. Donc on reste en attente au niveau du deuxième objet. Et c'est là où ça peut provoquer des situations de blocage. Donc au niveau du premier objet, vous êtes sans problème, c'est-à-dire que vous avez l'accès à tout l'objet, mais il ne faut pas croire que si vous avez l'accès à un seul objet, ça veut dire que vous n'aurez pas de problème au niveau de votre programme. Pas du tout, au contraire. Si cet objet-là, bien sûr, pour pouvoir appliquer votre méthode, a besoin d'une autre méthode au niveau d'un autre objet où vous ne détenez pas la clé, bah, automatiquement vous risquez d'avoir un problème de blocage. Et on le voit ici, c'est-à-dire que là aussi, si vous demandez la clé et vous ne la retrouvez pas, vous risquez d'avoir un problème. Vous pouvez rester en situation d'attente ici, le temps que la clé soit restituée. Alors, s'il existe une méthode synchronisée du second objet qui en rappelle un synchronisé du premier, un blocage peut se vérifier. Alors, encore une fois, rappelez-vous une chose très importante. Le fait de détenir la possession d'un objet ne veut pas dire que vous détenez, bien sûr, la possession de tous les objets qui existent. Pourquoi? Parce que un thread, lorsqu'il attaque un objet et qu'il a la possession, ça veut dire qu'il en a pris la clé. Mais maintenant, pour les autres objets, vous ne pouvez pas avoir la clé tant que vous n'avez pas besoin de ces objets-là. Maintenant, si au cours du traitement de votre programme, vous avez objet, c'est là où vous allez demander la clé du deuxième objet ou du troisième objet. Mais si, au moment même où vous demandez la clé, il y a d'autres objets, il y a d'autres méthodes, bien sûr, qui ont attaqué bien ces objets-là, bah, automatiquement, vous allez rester en situation d'attente le temps que la clé soit restituée. Alors, on va le voir ici, vous avez l'objet 1. Vous avez une méthode 1 qui est là, avec une méthode Y qui est synchronisée aussi. Et vous avez un objet 2 avec une méthode 2 et méthode X. Alors maintenant, vous pouvez avoir une méthode 1 qui a besoin d'avoir une liaison avec une deuxième méthode de l'objet 2 qui en attend par exemple un résultat. C'est-à-dire que le programme ou le code qui existe au niveau de la méthode 1 a besoin d'autres informations sur l'objet numéro 2. Et pour ces autres informations, peut-être qu'au niveau de la méthode 2, vous avez une boucle où par exemple, il y a une clé qui n'est pas disponible et ainsi de suite. Et la même chose, donc pour des méthodes X au niveau de l'objet 2, ils peuvent avoir besoin d'autres méthodes au niveau de l'objet 1. Alors tout ça, c'est des problèmes de blocage que vous pouvez avoir. Alors maintenant, le meilleur exemple, si par exemple vous travaillez avec votre logiciel de messagerie, donc vous voyez que vous avez la possibilité de pouvoir télécharger vos messages, mais en même temps vous avez la possibilité de lire les messages existants, vous pouvez faire d'autres opérations, donc effectivement c'est une opération de multithreading. Mais toujours est-il, vous avez quand même une certaine synchronisation qui vous permet de pouvoir mener à bien toutes les opérations correctement. Mais à un certain moment, effectivement, vous vous retrouvez en situation de blocage. Lorsqu'il y a beaucoup de téléchargements en même temps, lorsque vous voulez consulter plusieurs messages en même temps, vous risquez bien sûr de faire bloquer votre application. Alors, parfois, ça va encore plus loin et vous bloquez votre machine. Alors maintenant, vous avez votre objet 1 et votre objet 2, chacun avec sa clé respective. Alors vous avez votre T1 et puis votre T2. Et on va voir maintenant l'objet 1.méthode 1 prend la clé pour pouvoir bien sûr prendre la possession de l'objet 1. Et vous avez la méthode X de l'objet 2 qui prend aussi la clé pour pouvoir travailler. Alors maintenant, lorsque vous utilisez la méthode 1 pour l'objet 1 et vous avez besoin d'utiliser la méthode 2 pour l'objet 2, bah à ce moment-là, vous devez attendre la clé qui est bien sûr donnée par la méthode Y de l'objet 1 ou qui est détenue par la méthode Y de l'objet 1. Et ça, c'est très important. Donc, il faut toujours vous mettre, si vous voulez travailler en multithreading. Sincèrement, le multithreading reste une révolution en matière de programmation. Pourquoi? Parce que ça vous permet de faire énormément, de travailler le vrai multitâche. Mais faudrait-il savoir l'appliquer correctement et de prendre en considération tous ces problèmes-là. Si vous êtes conscient que au niveau qu'il y a une différence entre un objet et un autre objet au niveau de la possession de la clé, ça veut dire que vous allez savoir résoudre votre application sans problème et sans blocage. Alors la synchronisation et les méthodes statiques. Alors les méthodes ou les blocs synchronisés, font référence à la clé contenue dans l'objet sur lequel ils sont invoqués. Les méthodes statiques ne font référence à aucun objet.
comment fait-on pour les synchroniser? Pourquoi? Parce qu'il y a des méthodes qui ne font appel à aucune, si vous voulez faire référence à aucun objet. Mais pour ces méthodes-là, il faut voir comment on doit faire pour les synchroniser. Parce qu'il y a d'autres méthodes qui font appel à des objets, mais c'est au moment qu'ils font appel aux objets qu'on appelle des méthodes synchronisées. Mais il y a des méthodes qui ne font pas appel à des objets et qu'on doit les synchroniser aussi. Alors la synchronisation des méthodes statiques, la clé contenue dans l'objet qui représente la classe à laquelle ils appartiennent. Vous voyez maintenant que lorsque vous utilisez une méthode qui n'a recours à aucun objet, automatiquement, la clé est contenue de l'objet, elle est contenue dans la classe elle-même à laquelle appartient cette méthode-là. Et là, c'est très important. Alors, les méthodes synchronized statiques ne sont pas en exclusion mutuelle avec ceux synchronisés non statiques. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune synchronisation, si vous voulez, entre les méthodes statiques et les méthodes, si vous voulez, qu'on appelle dynamiques. Alors, on va voir le signalement entre les threads ou la communication entre les threads. Et là, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir une très bonne programmation, il faut absolument que les threads puissent communiquer entre eux. Pourquoi? Parce que maintenant, si un thread est en train de travailler avec ou d'opérer avec un objet, automatiquement, il doit notifier les autres threads pour pouvoir leur dire que je m'occupe de cet objet-là, donc vous ne pouvez pas travailler dessus. Et lorsqu'il a fini, par exemple, de travailler avec cet objet-là, automatiquement, il doit notifier toutes les méthodes en instance pour leur dire que voilà, j'ai terminé, pour que celui qui est venu en premier lieu puisse bien sûr avoir la possibilité d'accéder à cet objet-là. Alors on va le voir tout de suite. Parfois, pour poursuivre un thread, doit attendre la vérification d'une condition donnée dans un autre thread. Et là, on a vu, il y a 4 ou 5 slides plus tôt, c'est-à-dire que parfois, on a besoin de travailler avec un objet, mais bien sûr, on a besoin d'avoir d'autres informations d'un autre thread qui est à l'intérieur d'une condition ou d'une boucle, par exemple. Alors, dans Java, on le réalise avec les mécanismes wait et notify. Alors wait pour faire attendre tous les threads en instance et notify pour les notifier que vous avez terminé et que bien sûr vous donnez la clé à d'autres threads pour pouvoir manipuler votre objet. Alors wait, chaque objet dispose d'un feu initialement bloqué, tout à fait au départ. On attend la voie libre avec la méthode wait. Alors, lorsque vous avez le wait, ça veut dire qu'on attend la voie libre. S'il n'y a pas de wait, ça veut dire que la voie est libre. On peut appeler cette méthode seulement si on possède la clé de l'objet auquel le feu appartient. Alors maintenant, si vous détenez la clé d'un objet, d'accord? C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir utiliser la méthode wait si vous voulez. Maintenant, si vous ne détenez pas la clé, vous ne pouvez pas prétendre à utiliser la méthode wait. Parce que qui est-ce qui exécute la méthode wait? Ce sont les gens qui ont la clé et qui veulent demander à d'autres threads d'attendre. Donc, ils doivent être en possession de la clé. Sinon, on ne peut pas, bien sûr, prétendre à l'utilisation de la commande wait. Alors, on peut appeler cette méthode seulement si on possède la clé de l'objet auquel le feu appartient. Alors, regardez ici, vous avez votre objet. Il y a une première méthode qui veut bien sûr accéder à l'objet. Vous avez bien sûr un feu rouge. Vous prenez la clé et bien sûr, vous ouvrez votre algorithme pour pouvoir utiliser votre objet-là. Alors maintenant que vous avez pris cette clé-là, au niveau de votre algorithme, vous allez envoyer un wait pour tous les threads en instance. Notify. Fournit la voie libre à un thread en attente avec wait. C'est-à-dire que s'il y a un thread qui est en attente avec wait, on le notifie qu'on a terminé. D'accord? Et ça, c'est très important. Si personne est en attente, il n'arrive rien du tout. Alors maintenant, si plus d'un thread est en attente, on en choisit un au hasard. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas celui qui vient en premier lieu, mais on en choisit un au hasard.
Alors rappelez-vous que si vous détenez la clé de votre objet, vous avez la possibilité d'utiliser la commande wait. Alors la commande wait, c'est pour faire attendre bien sûr tous les threads. Alors maintenant, si vous avez terminé avec l'objet que vous allez lancer bien sûr la méthode notify. La méthode notify va notifier tous les threads que le premier, si vous voulez, le premier programme a terminé de travailler avec cet objet-là. Et maintenant, d'une manière aléatoire, un thread va être choisi pour prendre possession de cet objet-là. On peut appeler cette méthode seulement si on possède encore une fois la clé de l'objet auquel le feu appartient. Alors, la commande wait et la commande bien sûr, ou l'objet, si vous le notify, vous ne pouvez bien sûr les utiliser que si vous avez la clé de votre objet. Sinon, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Vous ne pouvez même pas le faire. Alors, on le voit ici. Vous avez une première méthode 1 synchronisée qui prend possession, si vous voulez, de l'objet. Elle envoie un wait. D'accord? Et puis lorsqu'elle a terminé, elle envoie une notification pour, bien sûr, un deuxième thread pour qu'il prenne possession de l'objet. Aussi bien le thread qui envoie la notification que ceux en attente sont à l'intérieur d'une section critique. Alors maintenant, tous les threads qui sont en attente de la notification, on les appelle à l'intérieur, on appelle ça des threads qui sont à l'intérieur d'une section critique. Alors, ce n'est que quand le thread qui a réalisé la notification délivre la clé que le thread réveil peut commencer. Et là, c'est très important. Pourquoi? Parce que les threads restent en instance. Alors, une fois qu'ils ont la notification, un d'eux va prendre la possession de la clé et va faire la même chose. Il va prendre la possession de la clé, il va prendre la possession de l'objet, il va envoyer une méthode wait, et puis lorsqu'il aura terminé, bon, et à ce moment-là, il enverra la méthode notify. Alors, une fois qu'il a notifié, il y aura un autre thread qui est en instance, qui va être réveillé et qui va prendre, bien sûr, la suite de ces événements-là. Alors, notify all. La méthode notify all réveille tous les threads en attente sur un feu donné. Alors, contrairement à la méthode notify, la méthode notify, qu'est-ce qu'elle fait? Elle notifie maintenant un des threads. Alors que la méthode notify all, elle notifie tous les threads. C'est ça la différence qu'il y a. Ce n'est que quand le thread qui a réalisé la notification délivre la clé que les autres méthodes peuvent continuer l'exécution, une à la fois, jusqu'à la livraison de chacune. Alors, les threads sont tous au courant qu'il y a une notification qui a été faite. L'un des threads va prendre la possession, bien sûr, de l'objet et va travailler, et va faire le même travail qu'a fait la première méthode, c'est-à-dire la méthode wait ainsi que la méthode notification. Une fois terminé, à ce moment-là, on va faire le tour jusqu'à terminer toutes les méthodes en instance ou en attente pour pouvoir accéder à l'objet déterminé. Alors, le mécanisme de communication, cette fois-ci, le mécanisme wait and notify se limite à indiquer que le thread en attente peut continuer ou pas. S'il faut aussi échanger des messages entre les deux threads, il est nécessaire de recourir à l'usage des objets partagés. La complexité de gestion de la synchronisation pousse à l'usage de techniques connues et fiables. Les patterns. Alors les patterns, bien sûr, c'est la solution à plusieurs problèmes donnés. Alors maintenant, effectivement, s'il y a une gestion très complexe de la synchronisation, donc elle pousse bien sûr à l'usage des techniques connues et fiables comme les patterns. Il faut toujours être très prudent dans la réalisation de programmes multithread. Alors comme je vous ai déjà expliqué tout à fait au début, c'est très important. C'est-à-dire que les multithreads restent une révélation de la programmation. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, bien sûr, de travailler en multitâche, si vous voulez, d'une manière très professionnelle. Mais faudrait-il savoir utiliser ce multithread correctement? Alors maintenant, vous avez le cours que je viens bien sûr de faire tout de suite. Vous avez des exercices, vous avez des exemples. Alors tous ces éléments-là peuvent vous aider à bien sûr programmer correctement avec le multithread. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetu.